je vais faire un entraînement avec des amis à Toulouse. Eux, ils préparaient Valence. Et en fait, j'arrive à les suivre sur l'entraînement. Alors que eux, ils avaient déjà fait toute une préparation de marathon. Moi, ma saison elle a été finie. Et ils m'ont dit, punaise, tu veux pas faire le marathon de Valence et tout. Et moi, je me suis dit, allez, vas-y, trop chaud. Je m'inscris au marathon de Valence peut-être 6 semaines, un mois avant. Et là, en fait, j'ai fait un 2h34, donc 5 minutes de mieux. Et là, je me suis dit, 2h34 sans préparation. Il me reste à aller chercher 7 minutes sur mon chrono si je veux me qualifier au JO. J'aimerais bien essayer de le faire, en fait. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Marie Perrier. L'histoire de Marie, c'est celle d'une passion dévorante pour la course à pied qui l'a menée des sentiers sauvages de l'île Maurice, dont elle est originaire, aux plus prestigieuses courses internationales jusqu'au rêve ultime de nombre d'athlètes, les Jeux Olympiques. Dès l'âge de 16 ans, Marie a embrassé la liberté et les défis que lui offraient les trails mauriciens, se révélant rapidement comme une compétitrice hors pair. Sa soif de dépassement l'a conduite en France, où elle a su allier avec brio études et compétition à haut niveau. Au sein du CA Balma à Toulouse, elle a continué à étonner par sa polyvalence, brillant sur toutes les distances, des courses sur route aux trails les plus techniques. Son chemin vers les Jeux Olympiques a pris corps à l'occasion de sa performance remarquée au Marathon de Valence en décembre dernier, où elle a non seulement établi un nouveau record national, mais aussi décroché sa qualification pour les JO de Paris 2024. Ce moment représente pour Marie à la fois le couronnement d'un travail acharné et le point de départ vers de nouveaux défis dont elle va nous parler aujourd'hui. Je suis convaincu que son histoire, ses conseils, la vision de sa pratique et la concrétisation de ce rêve olympique vous captiveront autant qu'ils m'ont captivé. Mais je ne vous en dis pas plus. Marie va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Paris réussi. Salut Marie, bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique. Je suis ravi d'échanger avec toi aujourd'hui. Salut Guillaume, merci de m'accueillir. C'est un plaisir. Avec plaisir. Bah ouais, plaisir partagé. Comment est-ce que tu vas là ? On peut dire que tu sors d'un week-end monégasque réussi en tout point. Est-ce que tu as fêté ça autour d'une pinte de Monaco dimanche soir ? Non, pas du tout. J'ai fêté ça sur la route, retour direction Montpellier. Non, c'était un chouette week-end. Bon, le temps n'a pas été avec nous parce qu'il y a eu de la pluie tout le vendredi et quasiment tout le samedi. C'était un week-end athlète Oka. En fait, c'est une réunion annuelle qu'on fait. Et là, cette année, Oka avait voulu le faire lors du marathon, le 10 km de Monaco, pardon. Donc voilà, les athlètes étaient invités à participer aux 5 km ou aux 10 km. Et moi, du coup, j'ai voulu faire le 10 km, qui s'est terminé par une victoire, du coup. Inattendue, mais toujours un plaisir de gagner une course, quoi. 35 minutes et 9 secondes, si je dis pas de bêtises, voilà. 3,31 du kilomètre. C'est ça, ouais. Bon, c'est loin de mon record quand même, et même de mon allure marathon. Mais j'étais malade toute la semaine et du coup, je savais pas du tout comment est-ce que j'allais me sentir le dimanche. Au final, c'est un chrono qui me convient bien. Visiblement pas mal. Ouais. Et aussi une belle place, quoi. Donc t'es malade, donc on risque de t'entendre un peu tousser au fil de l'épisode. C'est pas impossible. Voilà, c'est les interviews du mois de février. Je m'excuse à l'avance. Marie, on enregistre cet épisode le mardi 13 février. Figure-toi qu'il y a 52 ans jour pour jour, les membres du groupe Led Zeppelin ont été forcés d'annuler leur concert qui était prévu à Singapour. Les autorités locales leur ont interdit de descendre de leur avion. Est-ce que tu sais pourquoi on leur a interdit de mettre le pied à Singapour ? Aucune idée. Tu vois qui c'est, Led Zeppelin ? Pas du tout. Ou groupe rock des années 70. D'accord. Eh ben, ils avaient des coupes de cheveux qu'ils ont jugées trop longues. Voilà, les autorités ont dit qu'ils avaient les cheveux trop longs et que ça n'avait pas de place à Singapour à l'époque. Donc voilà, le groupe a été contraint de rebrousser chemin. C'était il y a 52 ans, donc tu vois, 72. Okay. D'accord. Voilà. Tu n'étais pas né, pas du tout. Okay. Toi, Marie, tu as probablement d'autres problèmes de coupe, mais pas des coupes de cheveux. C'est plutôt le nombre de coupes que tu as dû accumuler tout au fil de ta carrière et voilà, leur trouver une petite place dans ta maison, dans ton chez-toi. Ça doit être d'ailleurs, un autre type de problème. J'ai celle de Monaco là. C'est une déco, ça fait pas mal. Nos auditeurs ne la voient pas, mais ouais. Ah bah ouais, c'est vrai. Rouge et blanche comme les couleurs de Monaco. C'est ça, elle doit aller au garage du coup. Marie, avant qu'on s'intéresse plus particulièrement en détail à ta pratique sportive,
La question d'ouverture du podcast traditionnelle, est-ce que tu pourrais te présenter? Mais je t'impose une contrainte, tu ne peux pas parler de sport. Qu'est-ce que tu peux me dire de toi et dire à nos auditeurs de toi sans parler de sport à ce moment-là de l'échange? Alors, j'ai 28 ans, 29 ans cette année. Je suis de nationalité mauricienne. Je suis arrivée en France en 2015 pour les études, que j'ai fait d'abord à La Rochelle et ensuite j'ai bougé à Toulouse. J'ai fait 2 masters 2 en marketing et communication. Donc, ça fait bientôt 9 ans que je suis en France. Maintenant, on a dit qu'on parlait pas de sport. Donc, maintenant, j'ai fini les études. J'ai fini les études et sinon, j'ai un frère et 2 sœurs. Une de mes sœurs et mon frère sont en France aussi. La plus petite est encore à l'île Maurice et elle nous rejoint cette année pour les études à son tour. J'habite à Montpellier. Et quoi d'autre? Une passion secrète. Qu'est-ce que tu fais quand tu as un peu de temps et que tu ne cours pas? J'ai pas beaucoup de temps en dehors de des entraînements. Je profite de ma famille. Je fais des activités avec des amis. Parfois, je cuisine un petit peu aussi. J'aime bien ça. Mais c'est vrai que ouais, je dirais des balades, des amis, la famille, voilà. Des choses belles et simples. Voilà. Marie, si on remonte le temps, quelle était la place du sport dans ta jeunesse? Est-ce que tu étais une enfant déjà qui était très attirée par ça, qui a grandi dans un environnement et un héritage familial qui était très porté sur le sport? Quand j'étais jeune, j'ai toujours été ultra sportive. J'ai fait des activités extrascolaires, j'ai fait du tennis, de la natation, du football petite aussi quand j'étais en CP, je crois. J'étais la seule fille de l'équipe d'ailleurs. Je jouais assez bien, parfois même meilleure que pas mal de garçons. J'étais un petit peu garçon manqué, donc voilà, je bougeais tout le temps partout, je courais partout. À la cour de récré, j'étais celle qui courait dans tous les sens. Est-ce que tu courais déjà un peu plus vite que les autres? Ouais, d'ailleurs jeune, je courais plus vite que les garçons. C'est moi qui gagnais les crosses à l'école et voilà. Et après, en grandissant, les garçons ils deviennent plus forts que les filles. La course à pied a toujours été une passion, mais j'ai toujours été ultra sportive et portée sur d'autres sports aussi. J'ai pas pratiqué de la course à pied après, enfin je veux dire en dehors de l'école en fait. J'ai pas fait d'athlétisme ou autre. Donc voilà. Après mes parents, ils faisaient pas du sport le week-end, mais disons qu'ils m'ont toujours aussi encouragé à faire du sport. Ils m'ont inscrit à des activités extrascolaires. Ils m'accompagnaient sur les courses, quand j'en avais. Et ma mère, elle était sportive jeune. Mon père aussi, il fait du sport un peu de loisir. Il marche un petit peu pour s'entretenir, un petit peu de renforcement musculaire aussi, et voilà. Et mes frères et sœurs aussi, ils sont plutôt sport loisirs. Tu as commencé à t'intéresser de façon un peu plus marquée à la course à pied. Ça a été plutôt par le trail, c'est ça? C'est plutôt les sentiers qui t'ont appelé dès le début plutôt que les pistes que tu nous disais? Alors en fait, moi j'ai toujours eu un peu de talent naturel plus porté sur la course à pied, parce qu'à l'école, du coup, je gagnais les crosses. En endurance, j'étais la meilleure. Et donc forcément, ça me plaisait j'ai l'esprit de compétition, donc ça me plaisait de battre les autres. Et donc j'ai commencé ensuite. C'est un ami qui m'a fait découvrir le trail à l'île Maurice. Alors, faut savoir qu'à l'île Maurice, l'athlétisme n'est pas aussi populaire qu'en France. Ici, quand on est jeune, on va à l'école d'athlé. À Maurice, en fait, il y a pas trop d'écoles d'athlé. Les stades sont pas très, c'est plutôt en ville, pas très proche de chez soi. Souvent, c'est les parents qui sont mis à contribution. Il faut faire, de chez moi, j'avais 45 minutes de route pour aller au stade le samedi matin, donc c'était un peu plus compliqué. Et donc, du coup, j'ai pas fait d'athlétisme jeune. Et j'ai commencé le trail vers je dirais, les 17 ans. Et là, j'ai découvert en fait toute une famille un peu de trailers à l'île Maurice. Il y a une association qui s'appelle Rando Trail Nature à l'île Maurice qui organise des courses tous les mois. Et donc moi, je faisais une course tous les mois du coup. Donc il y a une ligue, on gagne des points et à la fin de l'année, il y a un classement. Et je gagnais toujours dans ma catégorie. Donc ce qui m'a aussi encouragée. J'ai rencontré beaucoup de personnes, j'adorais l'esprit. Donc en fait, de fil en aiguille, je suis rentrée complètement dedans. Je suis tombée amoureuse du sport. Et quand je suis arrivée en études en France en 2015, je suis partie à La Rochelle. Et La Rochelle, c'est complètement plat, donc il n'y a pas de trail. Et moi, je voulais continuer en fait à faire un peu des compétitions, mais aussi à progresser. Je voulais progresser. Et je me suis dit, tiens, je vais commencer l'athlétisme parce que en me licenciant dans un club, j'aurai un coach, un groupe d'entraînement. Ce sera pas difficile de se motiver en hiver aussi. Ça me mettre une discipline et voilà, partager une passion aussi, rencontrer des gens qui aiment le sport aussi.
Donc je me suis licenciée à l'UNIS Athlétisme à La Rochelle. Et là, c'était super. J'ai eu un groupe, je me suis fait des amis. Et là, mon niveau a tout de suite commencé à progresser parce que du coup, j'avais des entraînements 3-4 fois la semaine. Moi, j'étais à fond dedans et j'ai vu directement les résultats en fait de mes efforts. Donc voilà, j'ai commencé par. C'est motivant. Voilà, c'était motivant. J'ai fait de l'athlétisme. Puis donc 2 ans plus tard, j'ai rencontré mon ancien coach Pascal Baducci, que tu dois connaître peut-être. Donc qui m'a accompagné du coup jusqu'à son décès. Donc voilà, je suis passée progressivement ensuite du trail un peu plus vers la route parce que je représentais mon pays, l'île Maurice, sur différentes compétitions et voilà. Tu vas nous raconter cette bascule-là. Les premiers dossards, là, si on revient un tout petit peu en arrière, là, en approchant de l'âge adulte, ça t'a fait quoi? Qu'est-ce que ça t'a procuré comme sentiment? Est-ce que tu as senti en toi une âme de compétitrice et une envie encore plus prononcée de te distinguer et de briller sur les sentiers? Ouais, j'adore la compétition. C'est vrai que en fait me dépasser, sortir de ma zone de confort. Et c'est vrai qu'en compétition, du coup, je le fais beaucoup plus facilement qu'à l'entraînement. Quand il y a aussi un enjeu, en fait, j'aime aller chercher en fait des objectifs et les réussir, quoi. Est-ce que tu peux te satisfaire d'autre chose qu'une victoire? Bien sûr, si je considère que j'ai pas gagné, mais que j'ai réussi quand même, j'ai quand même fait une belle course, je suis quand même satisfaite de mon effort. Et est-ce que la notion de plaisir aussi, elle prend toute sa place, ou est-ce que parfois la performance et l'envie de te dépasser, elle est tellement prégnante dans ton approche que tu délègues un peu cette idée-là de plaisir, ou tu arrives quand même à concilier les deux et que le plaisir aussi a un indispensable moteur pour que tu arrives à performer? Non, pour moi, ça reste du plaisir, à la fois dans l'entraînement, même si c'est dur, mais aussi en compétition. Je ferais pas de compétition si ça n'apportait pas de plaisir, en fait. Quel type de coureuse tu es si on devait mettre un curseur entre une coureuse très instinctive, tu vois, qui se laisse parfois gagner par des émotions et peut prendre des décisions peut-être pas tout à fait rationnelles en situation de course, ou est-ce que tu es plutôt très raisonnée, plutôt la tête froide et assez analytique finalement dans tes courses? Tu fais des coups de folie? Qu'est-ce que tu appelles coup de folie? D'un seul coup, décider d'accélérer ou de pas respecter la stratégie qui était prévue, ou de changer un plan de nutrition à la dernière minute ou en allure? En trail, moi, j'ai pas vraiment de stratégie, en fait. Je fais aux sensations, en fait. Je me connais suffisamment, même au niveau plan nutritionnel. Je sais à peu près qu'il faut prendre tel ravito à peu près toutes les minutes. Enfin, tous les X temps. Mais après, si j'ai pas faim, je mange pas. Si j'ai faim, je mange. Si je sens qu'il faut accélérer ou ralentir, je jauge en fait en fonction du moment et de mes sensations. Donc Adaptabilité. voilà. Et dessus, c'est un peu difficile pour moi de me dire, à telle partie de course, je vais accélérer, ou à telle partie de course, je vais ralentir. C'est plutôt, je prends connaissance du terrain, des montées, des descentes, du dénivelé. Et en fait, j'essaye de visualiser le parcours et je me dis, OK, vers là, je pense que je pourrais accélérer, vers là, je pourrais ralentir. Et je peux pas dire, en fait, je passerai à telle minute, à tel endroit. Ça, c'est un travail préliminaire sur lequel tu passes beaucoup de temps, la préparation des courses et cette visualisation dont tu parles? Non, pas vraiment, non. Tu nous as parlé là de ton arrivée en France à l'âge de 20 ans, c'est ça? Ce choix, tes envies, c'était quoi? Il y avait ce projet-là d'études, il y avait le sport aussi. Toi, qu'est-ce que tu rêvais pour toi comme avenir? Qu'est-ce qui était le scénario idéal à ce moment-là? Et quel rêve te nourrit, en fait, tu nourris en arrivant en France? Moi, j'étais dans un lycée français à l'île Maurice et tout naturellement, après le bac, la plupart de mes amis, la plupart des gens à mon époque partaient en études à l'étranger, souvent en France ou ailleurs en Europe. Et donc, c'était vraiment le moment attendu d'avoir 18 ans, de prendre son envol, d'aller faire un peu la fête aussi, à l'étranger, enfin, voilà, en France, comme tout le monde. Et moi, j'avais trop hâte de ce moment. Sauf que quand moi, j'ai terminé les études, mon frère aîné, il était encore en études, lui. Et c'était compliqué pour mes parents d'assumer 2 enfants en études à l'étranger. Donc moi, j'ai dû attendre mon tour, en fait. Donc je suis restée 2 ans à Maurice. J'ai fait 2 ans d'études à l'île Maurice avant de venir en France. Et j'avais commencé Sciences Po Aix-en-Provence à l'île Maurice. Et c'était une petite branche qui avait ouvert. Entre-temps, au bout de la 2e année, il y a eu des problèmes au sein de Sciences Po. Ils ont dû fermer la branche qu'ils avaient ouverte à Maurice. Donc, j'étais obligée en fait, d'aller en France. Et donc, à ma plus grande joie. Et donc, je suis arrivée 2 ans après le bac pour les études. C'est toi qui as provoqué la fermeture de Sciences Po à Maurice pour pouvoir aller en France. Non, On a bien compris. Et donc, du coup, je suis arrivée en France et là, en fait, c'était juste génial parce que du coup, j'ai découvert la liberté, la vie ici et tous les avantages et c'est juste trop cool.
Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont quand même déstabilisé? C'est quand même un changement important de vie. Est-ce qu'il y a quand même des choses qui ont été plus difficiles pour toi en termes d'intégration, des choses que tu avais peut-être plus de mal à saisir ou sur lesquelles tu avais du mal à t'adapter? Ne pas voir ma famille, c'était difficile. Et à l'époque, mon chéri, il était à l'île Maurice aussi, donc on avait une relation à distance. Ça, c'était le plus difficile à gérer en venant en France. Mais sinon, à part ça, non, j'adore ma vie ici et c'est pour ça que je suis encore là aujourd'hui d'ailleurs. Marie, on va parler beaucoup de route aujourd'hui, et notamment de ton marathon de Valence. Donc avant qu'on ouvre ce gros chapitre sur la route, est-ce que tu pourrais revenir avec nous peut-être pour nos auditeurs qui connaissent peut-être pas précisément ton parcours entre elles? Est-ce qu'il y a 2-3 courses qui ont été particulièrement marquantes pour toi entre elles, de tes premiers trails jusqu'à peut-être il y avait les mondiaux aussi à Innsbruck l'année dernière, et puis voilà un certain nombre d'autres courses qui ont été assez marquantes. Est-ce qu'il y en a une ou deux que tu sortirais du lot peut-être et nous dire en quoi elles ont été des marqueurs assez importants dans ton parcours de vie jusqu'à maintenant? Un de mes premiers marqueurs, ça a été ma victoire au semi-marathon de La Rochelle. Je crois que c'était en 2016 où j'avais fait 1h21 sur semi-marathon. J'avais gagné le marathon de La Rochelle et en fait, pour moi, c'était juste incroyable de gagner une course en France. Et c'était un peu le début. J'étais vraiment hyper fière de ça et c'était un peu le début de ma progression. Et donc ça, c'était. J'ai bien vu que tu avais répondu une course route alors que je t'avais demandé une course trail, Marie. Ah oui, pardon, excuse-moi. Non, t'inquiète. Et oui, donc, Mais bravo. mais en course trail, il y a eu la plus marquante, je pense, c'était les championnats de France en 2018, parce que du coup, j'ai remporté les championnats de France de trail court, mais j'ai pas été titrée championne de France parce que j'ai pas la nationalité. Ça doit être la première française qui est titrée. Et donc c'était Adeline Roche qui a été titrée, mais je suis quand même montée sur le podium. D'ailleurs, dans mon souvenir, je crois qu'il y avait même eu, je sais plus s'ils avaient mis l'hymne national de l'île Maurice ou pas. Dans ma tête, elle y était en tout cas. Ça, c'était vraiment incroyable, un super souvenir. Il y a eu aussi des belles places sur l'OCC, une victoire sur la Saint-Express notamment, une victoire au Marathon d'Écosse aussi. Voilà, c'est pour donner un peu à nos auditeurs à entendre aussi les différentes performances que tu as réalisées jusqu'à maintenant et en très peu de temps finalement. Marie, aujourd'hui, là, tu te consacres pleinement à ton activité sportive ou est-ce que tu as par ailleurs des activités connexes? Tu nous as expliqué que tu avais terminé tes études. Est-ce que là, tu te consacres à 100% à ta carrière sportive? En ce moment et depuis 2023, oui. Je travaillais avant et l'année dernière, j'ai décidé de mettre entre parenthèses ma vie professionnelle pour essayer de me qualifier au JO sur marathon. Il fallait plus d'entraînement, plus de temps, donc j'ai réussi à trouver les moyens financiers pour réussir à le faire. Et donc cette année, je prolonge en fait ça, vu que je suis qualifiée au JO. Mais à côté, j'ai quand même une activité d'auto-entrepreneur qui me permet de percevoir des revenus. Tu fais du conseil? En communication, et j'interviens en freelance. Et en ce moment, je travaille pour la Ligue nationale contre l'obésité. Et voilà, je fais quelques heures pour la semaine, ce qui me permet en fait d'avoir, de m'entraîner et aussi de percevoir un peu de revenus avec mon activité, de garder un pied dans la communication. Donc voilà. Tout le monde est content. Voilà. Marie, merci beaucoup pour cette introduction. On va passer à notre rubrique du questionnaire de Proust. Pour révéler un peu l'envers du décor du podcast, c'est des questions que je livre à mes invités avant l'épisode. C'est les seules questions que je partage en amont. Il y en a une qui t'inspirait pas trop, alors je viens de la changer au débeauté. Comment est-ce que tu finirais la phrase « Je me sens heureuse quand » ? Je me sens heureuse quand j'essaye de visualiser le moment. Quand je suis entourée de gens que j'aime, en fait, tout simplement. Donc, si banal que ça. C'est banal, mais c'est l'essentiel. Voilà. J'en sors une deuxième de ma manche. L'émotion la plus difficile à gérer pour toi? L'émotion la plus difficile à gérer, je dirais que c'est le manque de confiance. C'est quelque chose que tu rencontres, que tu connais encore aujourd'hui? C'est quelque chose que je connais encore aujourd'hui. Un peu moins dans le sport, mais un peu plus dans la vie professionnelle. Dans la vie courante. En fait, aussi dans la vie professionnelle et dans la vie courante. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu c'est difficile à gérer quoi comme émotion. Tu sens que ça évolue? Est-ce que tu as l'impression d'être de plus en plus en situation de confiance? Pas forcément, ça dépend des moments. Et sur le sport, ça a été tes performances au global qui ont fait que tu as gagné aussi en confiance, que tu es sereine sur tes capacités? Ouais, c'est ça, c'est mes performances, mes capacités et l'expérience tout simplement. Marie, voilà la vraie question, la seule qui reste que je t'avais communiqué en amont. Le moment qui a changé ta vie pour toujours? Alors le moment qui a changé ma vie pour toujours, je pense que c'est justement mon arrivée en France pour les études.
parce que de là, tout est parti. J'ai à la fois étudié, j'ai 2 masters, mais aussi j'ai découvert un sport passion, un sport qui est mon métier aujourd'hui et des expériences qui en découlent qui sont juste incroyables et des expériences à venir aussi. Voilà. Jolie bascule, effectivement, joli moment. Et on est content que tu sois là, en France, t'as raison, c'est un beau pays. Ouais, exactement. Merci beaucoup Marie. Le moment est venu de parler de ta course épique, le marathon de Valence. Je vais la présenter très brièvement, cette course. Cette course, elle se tient chaque année au mois de décembre. Le circuit est 100% urbain. Il est considéré comme l'un des plus rapides au monde. Le tracé est très plat et propice à la performance, sans difficulté majeure, avec quelques relances malgré tout. Il passe par un certain nombre de recoins de la ville espagnole. L'un des passages particulièrement marquant de ce marathon est son arrivée spectaculaire sur les tapis bleus qui s'étend sur plus de 150 mètres de long à la Cité des Arts et des Sciences et son architecture futuriste. Outre le complexe culturel, les coureurs passent également par le port, les universités, le stade de Mestalla, le centre historique, l'arène de Taureau ou encore devant la mairie. Le marathon de Valence 2023, donc c'est celui qui va nous intéresser aujourd'hui. Il a accueilli un nombre record de participants. T'as une idée ? Je le savais en décembre, je le sais plus, j'ai oublié, on va dire. 33 000. Ouais, venu de 134 pays. C'est pas mal, jolie représentativité du globe. Voilà donc quelques éléments à savoir. Est-ce que tu vois des choses à rajouter sur la course ? Non, tout est dit. La course qui attire le plus je pense pour moi, la course qui est la plus performante aujourd'hui en Europe. Il y avait Ronix qui avait communiqué le nombre de personnes qui partaient sous les 2h30. Et c'est là le quota est le plus élevé, le ratio le plus élevé. Incroyable. Et puis c'est aussi l'occasion, quand même, on peut se le dire, début décembre, d'aller chercher un peu de soleil, prolonger un peu l'été, non ? C'est ça. Et de se faire une raison de profiter des vacances ensuite de décembre. C'est aussi important de prolonger, effectivement. Le sentiment du devoir accompli, c'est encore meilleur. Marie, tout se passait très bien jusqu'à maintenant. On passait un bon moment. Vient le moment de la question qui pique. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Elle est assez éloignée de notre sujet du jour, qui est donc le marathon. Valence, elle est considérée, cette ville, comme le berceau de la paella, le plat espagnol mondialement connu. Donc la version authentique valencienne inclut du riz, du poulet, du lapin, des haricots verts et du safran. J'ai un vrai faux à te proposer en guise de question qui pique. Donc j'ai 3 affirmations. À toi de me dire si elles sont vraies ou fausses. Indice, il y a une des 3 qui est complètement déconne. Voilà. Donc je pense que tu auras à coup sûr au moins une sur 3. Première question pour toi, Marie. L'astronaute espagnol Pedro Duque a emporté avec lui de la paella lors de sa mission à bord de la Station spatiale internationale en 2003. Est-ce qu'il a emmené de la paella sur l'ISS ? Je dirais que c'est vrai. Bravo, c'est une bonne réponse. Deuxième question pour toi. On va parler record du monde. La plus grande paella jamais cuisinée a été préparée à Valence en 1992. Elle a nourri environ 100 000 personnes, c'est-à-dire l'équivalent de 3 fois le nombre de participants du dernier marathon de Valence. Donc ça fait un joli ravito tout ça. Est-ce que tu penses que c'est vrai ou pas vrai ? Je pense que c'est possible, ouais, donc je dirais vrai. T'es trop fort, tu vois mon écran, c'est pas possible. Arrive la question déconne, donc là forcément tu vas trouver. Après l'immense succès de son titre Papa Outé, Stromae a envisagé de donner suite à ce hit avec la chanson Papa est là. Faux. Mais bien joué pour c'est honteux. la blague. C'est complètement honteux. Bravo. T'as pas mis les pieds dans le plat, malgré mes questions un peu alambiquées, tu t'en es très bien sorti. On va donc parler de ta course épique, ce marathon de Valence pour laquelle tu as mis pour le coup le petit plat dans les grands. Pour en revenir à la route, donc qui est le sujet qui nous intéressait plus particulièrement, il s'est manifesté à quel moment cet intérêt pour la route et puis à quel point la distance marathon, tu lui as apporté un intérêt ou peut-être même une fascination. Est-ce que ça a toujours été pour toi, comme pour plein de gens, une distance mythique ? C'était une distance mythique, mais pas pour moi, en fait. J'avais toujours dit à Pascal, mon ancien coach, mais moi, surtout venant du trail, je dis mais moi, jamais je ferai du marathon. 42 km sur la route, c'est lent, c'est monotone en plus, alors qu'en trail, on voit toujours défiler des paysages, ça monte, ça descend, on est en nature. Je dis, marathon, jamais. Et voilà, aujourd'hui, je vais au JO sur marathon. Il est beau le résultat. Mais c'est vrai que c'est un chemin qui n'est pas forcément le plus courant. On voit souvent des athlètes de route qui ensuite évoluent vers le trail. C'est vrai que dans ce sens-là, c'est moins commun. Après, j'ai été surtout motivée de base à aller chercher le record national de l'île Maurice. C'est comme ça que j'ai dévié sur la distance. En fait, j'avais déjà le record du 10 000 mètres piste, du 5 000 mètres piste, du 10 km route, du semi-marathon. Et il restait, c'était tous des vieux records de 25-30 ans. Il restait le marathon, qui était un record à 2h45 et qui datait de 30 ans. Et Pascal, il m'avait dit, si on prépare un petit peu le marathon, tu peux le faire, c'est dans tes cordes. Et sans trop compromettre la saison de trail. Donc moi je dis moi, en quête de performance, je me suis dit je vais
je veux en fait inscrire une nouvelle fois mon nom sur les tablettes de l'athlétisme mauricien et c'est trop cool. C'est les discussions que vous avez eues quand? Juste avant de faire peut-être l'année juste avant mon marathon en 2022, en 2021 peut-être. Au départ, je lui avais dit non et ensuite j'ai réfléchi et j'ai fait punaise, ce record-là, il a duré 30 ans. Si ça se trouve, il va durer encore 30 ans. Enfin, je l'espère pas. J'espère que ça va pousser des jeunes en fait, à se mettre sur la distance. Et je me suis dit, en fait, c'est l'occasion de réinscrire son nom sur, dans l'histoire de l'athlétisme. Et du coup, j'ai dit, OK, allons-y. Et au final, j'ai adoré la préparation. C'était beaucoup plus facile pour les entraînements parce que habitant sur Montpellier, en fait, c'est beaucoup plus facile de trouver du plat que du vallonné. C'était plus pratique aussi parce que du coup, j'avais pas à aller à la montagne, passer 3 heures en montagne, revenir. Là, le samedi matin, je m'entraîne rapidement, le long du canal enfin le long du Lez et voilà, c'est fait quoi. Donc j'ai adoré la préparation pour la facilité de la logistique, mais aussi pour le type d'entraînement. Et moi j'ai des qualités d'endurance aussi qui ont fait que en fait j'ai aimé ce type d'effort là. Et donc j'ai fait un premier marathon. J'étais bien en dessous de mes objectifs. Je visais un peu en dessous de 2h45. Je fais 2h39 sur mon premier marathon. Et voilà, j'ai fait mon premier marathon. Et ensuite, ça c'était en mai 2022. En décembre 2022, donc de la même année, moi j'avais fait mon marathon en mai. J'avais continué ma saison de trail ensuite. Je devais terminer la saison sur le marathon d'Écosse que j'avais gagné, je crois, en 2022. Et je vais faire début novembre un entraînement avec des amis à Toulouse en 2 fois 10 km et eux ils préparaient Valence et en fait j'arrive à les suivre sur l'entraînement alors que eux ils avaient déjà fait toute une préparation marathon. Moi ma saison elle a été finie et ils m'ont dit punaise tu veux pas faire le marathon de Valence et tout. Et moi je me suis dit allez vas-y trop chaud donc je m'inscris au marathon de Valence. Difficile à convaincre. Je m'inscris au marathon de Valence peut-être 6 semaines, un mois avant. Bien sûr, sous l'accord de Pascal, il m'a dit, écoute, t'as rien à perdre. Si tu veux t'amuser, amuse-toi. Et on a eu le temps de mettre quelques séances de marathon. Et là, en fait, j'ai fait un 2h34, donc 5 minutes de mieux. Et là, je me suis dit, ah ouais, 2h34 sans préparation. Il me reste à aller chercher 7 minutes sur mon chrono si je veux me qualifier au JO. J'aimerais bien essayer de le faire, en fait, parce que, en plus, j'étais relativement facile sur mon marathon en 2h34 sans entraînement. Et c'est là que du coup je me suis dit allez si au même moment en fait mon contrat à durée déterminée, c'était un CDD à l'époque en décembre 2022, c'est terminé et je me suis dit si je veux me qualifier au JO, si je veux gagner 7 minutes sur mon chrono, je dois faire que de la route, donc délaisser le trail pour quelque temps et essayer en fait de m'entraîner un maximum. Donc je mets ma vie professionnelle entre parenthèses pour essayer de me qualifier. J'ai réussi à trouver beaucoup de sponsors qui m'ont accompagné financièrement dans cet objectif-là. Donc j'ai pu me consacrer pleinement à mon entraînement et l'objectif c'était de réaliser les minima à Valence, donc 1 an plus tard. Et du coup objectif accompli en 2023. Comment t'expliques, toi, en termes de qualité que tu peux avoir, parce que tu as un profil qui est extrêmement polyvalent, tu vois, tu performes sur des distances assez courtes jusqu'au marathon, tu performes aussi à très haut niveau entre elles. Qu'est-ce qui explique ça? Tu as mentionné ton endurance à plusieurs reprises. Est-ce que tu vois d'autres critères? Est-ce que tu as le sentiment que c'est finalement assez rare d'exceller aussi sur le cross? Je crois que tu performes aussi très bien. Qu'est-ce qui, selon toi, fait que tu as cette polyvalence? Je pense que d'ailleurs, Pascal me l'avait dit, j'ai une très bonne économie de course en tant qu'athlète. Ce qui veut dire c'est le fait que en fait quand je cours je suis relativement économique dans mes mouvements, donc je me préserve, je dépense pas beaucoup d'énergie en fait. Et ça c'est par de la technique ou c'est quelque chose de naturel finalement dans ta foulée? C'est quelque chose que j'ai pas travaillé, qui est naturel chez moi. Okay. Donc voilà, et je dirais ça, et couplé à des qualités j'ai un indice d'endurance élevé, c'est-à-dire que plus la course est longue et plus je peux tenir un rythme, une allure élevée mais longtemps, alors que plus c'est court, disons j'aurais plus de mal à descendre mon chrono sur 10 km à mon avis que sur marathon, selon moi, parce que du coup c'est des efforts, c'est des allures très très rapides que j'ai un peu plus de mal à tenir, alors que partir un petit peu moins vite mais plus longtemps, c'est beaucoup plus facile pour moi.
Donc après c'est quelque chose qui se travaille. Et la dernière chose, je dirais que c'est l'envie de la compétition, quoi. Comme j'aime ça, c'est quelque chose qui me fait en fait me surpasser. Donc Sur le mental, justement, là, tu penses que tes qualités sont lesquelles? sur le mental, je dirais un peu la résistance à la douleur, quoi. T'as jamais de trou d'air ou de moments de moins bien ou desquels t'arrives pas à te sortir? Si, si, ça arrive souvent, mais j'essaye de chasser les mauvaises idées, les idées négatives et penser à autre chose, quoi. Valence, ça a été une belle démonstration, tu vas nous le raconter juste après. On a parlé de la route, là, je voudrais qu'on se parle un peu d'olympisme. Le cheminement initial, donc c'était le record national, tu l'as dit. Toi, ton rapport à l'olympisme, c'est quoi? Est-ce que c'est une forme d'accomplissement absolu aussi dans la réalisation sportive? Absolu, je dirais que moi, j'avais jamais pensé aux jeux avant parce que comme je faisais du trail, tu peux pas aller aux jeux en faisant du trail. Et ensuite, je me suis toujours dit oui. Par contre, et un peu, on se fait véhiculer cette idée-là aussi. C'est vrai, il y a pas de sommet, pas plus haut que les Jeux Olympiques en fait comme événement en termes de. Et aussi, c'est tellement difficile de se qualifier pour y aller que c'est juste le summum. Le rêve absolu. Justement, tu viens de parler des critères de sélection. Est-ce que tu veux bien avoir la gentillesse de nous les expliquer? Je sais que tu les as déjà publiés sur tes réseaux, mais je pense que c'est intéressant d'expliquer à tous les auditeurs du podcast quelles sont aujourd'hui les façons de se qualifier. Il y en a 2. Il y a un règlement qui fait plusieurs dizaines de pages. Chaque discipline a différentes manières de se qualifier. Même en athlétisme, sur le marathon, typiquement, il y a 80 places au total chez les femmes et 80 places chez les hommes. Il y a 2 manières de se qualifier, c'est faire partie du top 80 mondial. Je vais revenir dessus. Avec 3 athlètes max par pays, hein, c'est ça? C'est ça, voilà. Donc en fait, c'est-à-dire que il y a un classement sur le site de la World Athletics qui s'appelle Road to Paris. Et en fait, on prend ton meilleur chrono à partir du 1er novembre 2022 jusqu'à la fin de la période de sélection. Le marathon, c'est fin avril. Et en fait, à chaque fois que tu fais un marathon, ça améliore ton classement, en fait. Et par contre, on limite à 3 maximum par pays. Il n'y a pas de minimum. C'est-à-dire que si j'avais pas fait les minima, Maurice aurait pu ne pas être représenté. Et 3 maximum par pays, parce que sinon, il y aurait eu, la moitié aurait été des Éthiopiens et l'autre moitié des Kenyans, et voilà. Donc, voilà. Donc, la première manière, c'est de faire partie du top 80 mondial. Enfin, une des manières, c'est de faire partie du top 80. Et l'autre manière, c'est de réaliser les minima. Donc, 2h26,50 pour les femmes et 2h08,10 pour les hommes. Et le règlement dit que au 30 janvier 2024, 80% des athlètes, ce qui correspond à 64 athlètes, seront qualifiés d'office. Donc voilà, l'enjeu c'était d'avoir sa sélection au plus tôt. Et voilà. Donc s'il y a 5 athlètes français, par exemple, hommes qualifiés, seuls 3 auront le droit. C'est les 3 meilleurs qui auront la possibilité d'y aller. Voilà, exactement. Et c'est vraiment le chrono qui fait foi. Une fois que tu es en dessous des minima, il n'y a pas de critères subjectifs qui font qu'on peut choisir quelqu'un. De ce que j'ai compris, chaque fédération ensuite peut resserrer ses minima. Et c'est à chaque fédération de choisir aussi l'athlète. Mais oui, c'est 3 par pays. Et en général, du coup, c'est les 3 meilleurs. Est-ce que tu sais s'il y a déjà eu des Mauriciens ou des Mauriciennes qualifiés pour les JO en marathon dans l'histoire? En femmes, je crois pas. Chez les hommes, oui. Par contre, il me semble, si je dis pas de bêtises, avant jusqu'au jeu de Tokyo, ou peut-être un peu avant, il y avait des wild cards, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des invitations. Donc les pays avaient une invitation pour participer au marathon. Merci Marie pour ces explications. C'est assez complexe, mais c'est intéressant d'avoir ça en tête aussi. Je pense qu'on a pas mal à se poser la question. On reprend le fil là de ton cheminement jusqu'à ce marathon de Valence 2022. Donc voilà, les bases étaient très prometteuses alors que tu n'étais pas entièrement dédié encore à cet objectif-là. Est-ce que tu peux nous parler de la suite de ton année 2023 où là aussi tu as brillé un peu sur toutes les distances en faisant tomber des records nationaux? Il y a eu aussi Rotterdam au mois d'avril. Enfin voilà, comment est-ce que c'est construit finalement cette année 2023 avant qu'on parle de Valence? Est-ce que les promesses étaient déjà très favorables? Déjà, il fallait gagner 7 minutes sur le chrono. Moi-même, au fond de moi, je me disais, waouh, 7 minutes, c'est quand même, c'est juste. Au fond de moi, je sais pas si je croyais vraiment au plus profond de moi. En fait, je me suis dit que j'allais tout faire pour y arriver, mais je savais pas si ça allait être réalisable. Et le premier objectif, c'était déjà de faire le marathon de Rotterdam. Et le chrono visé, c'était 2h29,30. On l'avait fait, donc c'était un premier palier avant d'aller chercher encore, de descendre les chronos. Et j'avais réalisé 2h29,45
donc 15 secondes de plus. Et toute la saison 2023 avait été orientée en fonction de cette prépa justement pour Valence, avec le marathon de Rotterdam en premier objectif et premier palier à valider, mais aussi des 10 Et record km. national. Voilà, et record. Mais aussi des 10 km et des semi-marathons. Partout on regarde sur les records, là, on voit du Marie Perrier maintenant, là, c'est ça. Sur toutes les distances. Pas toutes, mais beaucoup. Ta pratique du trail, est-ce qu'elle a pu bénéficier à ta pratique sur route aussi, de façon très concrète? Est-ce que tu vois un impact positif à ça? Non, j'aurais pas dit ça. J'aurais dit plutôt l'inverse. Ma pratique de route m'aide pour le trail, mais pas le trail pour la route. Est-ce que le fait de porter le maillot de Maurice, pour toi, c'est aussi c'est une chose que tu as pu vivre aussi au championnat du monde? Est-ce que c'est des choses qui donnent une envie encore plus marquée de réussir? Est-ce que c'est supérieur à ce que tu peux vivre, toi, comme motivation sur tes courses individuelles? Oui, enfin supérieur, j'aurais pas dit, peut-être pas supérieur, parce que même sur mes épreuves individuelles, en fait, ma plus grande fierté, c'est de représenter mon pays et aussi d'être suivie par tous les Mauriciens qui m'encouragent. Et c'est juste incroyable la communauté que j'ai derrière moi. Ils sont tous hyper bienveillants, ils sont hyper fiers, hyper heureux et ils le communiquent. Et ça, je suis juste hyper heureuse de vivre ça. C'est sûr que sur une sélection mauricienne, je serais je suis hyper heureuse de porter le drapeau de l'île Maurice, mais même sur mes épreuves individuelles, en fait, ils sont toujours tellement à me suivre que, au final, même quand je gagne quelque chose personnellement, je représente l'île Maurice, en fait. Donc, ouais, c'est incroyable. Indissociable. Ouais. Quelle que soit l'épreuve, ils sont toujours là, pas loin. Voilà. Tu cours pour Maurice. Il y a Maurice, mais il y a aussi Gabriel, qui est une personne centrale dans ton entourage sur tes projets de performance sur le marathon. Est-ce que tu peux nous expliquer qui est Gabriel et puis voilà comment vous opérez sur un marathon? Est-ce qu'on peut dire que c'est ton lièvre? Est-ce que tu l'appelles comme ça ou Oui, c'est ça, c'est un ami déjà. Ouais. Gabriel, c'est coucou Gabriel qui va du coup nous écouter parce que son nom sera mentionné dans le podcast. Gabriel Briand, en fait, pour le marathon de Rotterdam, je visais 2h29 et 30 secondes et je savais que ça allait être beaucoup plus facile si j'avais un pacer personnel. Donc j'ai contacté Duncan Pirilla. Dunk et que j'ai reçu il y a pas longtemps dans le podcast, qui était du Team Oka aussi. Je lui ai dit coucou, je sais que tu fais du marathon, t'es chez Oka, moi je veux faire Rotterdam en temps de temps, je cherche un meneur d'allure, est-ce que ça te dirait de faire mon meneur d'allure? Il m'a dit moi je cours le marathon de Rotterdam, par contre j'ai un super pote à moi qui est d'ailleurs ambassadeur Oka, lui il était pas athlète, donc Gabriel Briand était ambassadeur. Et il m'a dit, si tu veux, je peux voir avec lui, il serait peut-être intéressé de te PSC. Et du coup, il m'a mis en relation avec Gabriel. Drôle de coïncidence, sa copine du moment était mauricienne aussi. Donc, ça faisait une histoire commune aussi. Il a dit, bah oui, avec plaisir, pour te rendre service, pour remercier Oka et par simple passion, en fait, il m'a accompagné sur sur Rotterdam. Et donc, quand je suis partie à Valence, donc tout s'est bien passé. J'ai adoré, en fait, sa facilité aussi à m'accompagner. Pour la petite anecdote d'ailleurs, il s'est même arrêté sur le parcours de Rotterdam pour aller faire pipi et revenir ensuite. D'une telle facilité, en fait, il m'a dit bon Marie, je te rejoins, je vais un petit coup aux toilettes. Il est parti et lui il se baladait sur la course en fait en 2h29 45 du coup. Et donc quand j'ai réussi mon objectif, je lui ai dit Gabi, est-ce que ça te dit de m'accompagner sur Valence en décembre? Là l'objectif c'est des minima et tout. Il m'a dit ah oui, je suis trop chaud. Il avait aimé l'expérience aussi je crois que c'était la première fois qu'il faisait ça. Et du coup, il m'a accompagné à Valence. Ça l'a fait encore une fois. Et cette année, il est athlète au corps. Il est passé d'ambassadeur à athlète. Et lui, l'idée, c'est qu'il paye sur l'intégralité du parcours. Hein, c'est ça, parfois, il y a des pacers qui disparaissent au bout de quelques kilomètres. Lui, il fait l'intégralité de la course. Ouais, c'est ça. Il était inscrit comme participant, en fait. Et pas pacer. Comment ça se passe en termes de nutrition pour toi sur un marathon? Qu'est-ce que toi, tu prévois là, typiquement sur Valence? Comment c'est structuré, organisé? Là, je suis passée sur des gels, du coup, et de l'électrolyte que je bois au ravito, puisque je perds avec la transpiration des sels minéraux, et ça m'évite d'avoir des crampes. Donc, tu prends le temps quand même au ravito ou c'est express? Non, c'est express. J'ai les tables, ça c'est chouette. Mon chrono me permet d'avoir des tables personnelles. J'ai une gourde avec mes électrolytes et j'ai scotché dessus un gel. Et je prends globalement
un demi-gel tous les 5 kilomètres avec un petit peu de boisson. Et en termes d'hydratation, c'est quoi, 500 millilitres non, par 5 en fait, kilomètres c'est trop lourd, c'est 500 millilitres à tenir déjà. Et je mets, je sais pas, 250, mais je bois que quelques gorgées, quoi. En plus, à cette période, à Valence, il fait pas très chaud et la course est tôt le matin, donc on transpire pas énormément. On commence à approcher gentiment du départ. Dans quel état d'esprit et disposition tu te sens à l'approche là, imminente de ce marathon de Valence? Ton indice de confiance là, sur les minima, il y a une espèce de pression. Est-ce que tu as un plan B d'ailleurs si à Valence ça se passe pas comme prévu? Est-ce qu'il y a encore une opportunité de se qualifier ou un marathon qui offre les mêmes qualités de rapidité sur le parcours, ou est-ce que c'est un peu la dernière chance? Alors, tout à l'heure, j'évoquais le fait qu'au 30 janvier, 80% des athlètes sont déjà qualifiés. Moi, je voulais avoir ma qualification déjà en janvier. Je voulais pas attendre avril pour avoir la confirmation. Le seul marathon possible, c'était en fait Valence. Donc, si je voulais avoir l'esprit tranquille, c'était faire Valence, le faire bien, me qualifier et voilà quoi. Ça met une pression additionnelle, ça, de se dire que quand même c'est là que ça va se passer et qu'il n'y a pas tellement de recours ensuite. Voilà, exactement. Ouais. Mais c'était une bonne pression parce que j'avais déjà fait le semi-marathon de Valence en octobre, où j'ai fait un super chrono qui m'a conforté un peu dans le fait que je me suis dit, en fait, sur mon semi-marathon de Valence, je suis passée en 1 heure, j'ai fini en 1h11 et 13 secondes. 1h11 et 13 secondes. Et mon temps de passage sur semi-marathon, pendant le marathon, devait être de 1h13. Donc je me suis dit, ok, j'ai 2 minutes de marge. Le semi, je dois le faire 2 fois du coup. Mais en fait, j'avais pas mal de marge en fait sur mon chrono, je me suis dit ça va le faire. J'avais fait des bons entraînements juste avant, donc au final j'avais la pression, oui, de devoir faire l'objectif en décembre, mais j'étais rassurée par quelques objectifs déjà. J'ai lu justement sur certaines de tes publications que tu étais, en tout cas à quelques jours de l'approche d'une course, c'était une ambiance finalement que tu aimais bien, cette espèce de montée en tension. Est-ce que ça se vérifie jusqu'à toutes les minutes qui précèdent le départ? Est-ce que tu arrives encore à garder cette excitation dominante plutôt que de la fébrilité? Oui, j'alimente mon esprit avec des pensées positives. C'est en fait, je me dis en fait. J'ai plein de petites techniques en fait pour essayer déjà je visualise la course, je me dis aujourd'hui je suis excitée parce que c'est aujourd'hui que je vais réaliser les minima, tu vois, je pars dans cet état d'esprit là, j'ai hâte d'être après la course, parce qu'après la course j'aurai déjà fini mon objectif, je serai déjà qualifiée au JO, tu vois, je suis un peu dans cet état d'esprit là, je me dis pas est-ce que je vais réaliser les minima, est-ce que ça va bien se passer. Tu visualises la réussite et l'atteinte de ton objectif. Voilà, je visualise la réussite. Et j'avais qu'une hâte aussi, c'était de me confronter à moi-même, parce que je savais que ça allait pas être facile et que ça allait être difficile. Je pense aussi en amont de l'objectif de la course. Je me dis en fait prépare-toi lorsque la douleur va arriver, à l'accepter. C'est juste une information. Ça va pas arriver, c'est sûr. Il faut essayer de la retarder le plus possible, mais voilà, qu'est-ce que tu fais quand ça arrive? Donc j'ai plusieurs petites techniques comme ça en fait qui me font avoir des pensées positives. Et une des choses aussi qui est un peu, c'est un petit peu drôle, j'ai pensé à mes vacances à l'île Maurice après le marathon de Valence, parce que tous les 2 ans, avec mon frère et ma sœur, on rentre et nos conjoints, on rentre au même moment à Noël et on fête Noël en famille du coup. Et donc c'est des vacances juste incroyables. Après il y a 0 course à pied. Je fais de la plongée, je fais d'autres choses. Et je me suis dit, en fait, Marie, si tu fais pas les minima aujourd'hui, les vacances, tu vas être, tu vas pas être sereine pour les vacances, parce que tu vas devoir repréparer le marathon de Séville ou quoi derrière. Et en plus de ça, tu vas devoir attendre fin avril pour savoir si t'es qualifié ou pas. Donc, en fait, j'ai pensé à tout ça et en fait, j'étais juste dans le bon état d'esprit pour réussir la course, quoi. Est-ce qu'il y a malgré tout une zone d'appréhension, une incertitude, un truc qui dit ça peut faire que ça se passe pas comme j'imagine? C'était un peu ma peur, c'est en fait d'avoir un point de côté par exemple, ou quelque chose que j'ai du mal à gérer, que je ne peux pas maîtriser en fait. Qui t'arrive déjà? Enfin, que régulièrement tu as été confronté à ça? Ça m'est déjà arrivé en trail, ouais. Typiquement sur les championnats du monde de trail, j'étais très bien positionnée. J'ai eu un point de côté, mais inexplicable. Ça m'était jamais arrivé aussi douloureux que ça. Et ça m'a fait perdre énormément de place et énormément de temps. J'étais dans le top 10 en fait, et je suis dégringolée de place, et c'était juste l'horreur en fait. Ça y est, donc Marie, c'est le coup d'envoi. Le coup de pistolet a été donné, la course démarre. Est-ce que dès les premiers kilomètres, tu arrivais à tenir l'allure que tu as en tête? D'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire quel était le pace que tu devais tenir au kilomètre pour réussir l'objectif?
Pour pouvoir faire les minima, il fallait que je fasse 3 minutes 28 au kilomètre. Donc, je connaissais mes temps de passage au 5, au 10, au 15, au 20, ainsi de suite. Ce qui veut dire que tu ne la regardes pas entre-temps? Est-ce que tu regardes dès que ta montre bip ou autre à chaque kilomètre, tu regardes si tu tiens? Ma montre bip tous les kilomètres. Là, c'était un petit peu compliqué puisqu'elle bipait souvent avant le kilomètre, en fait. Donc, je devais la réinitialiser à chaque fois parce qu'il y avait des bornes marquées sur le parcours pour avoir vraiment l'allure exacte, parce que des fois, du coup, si le GPS n'est pas tout à fait juste, je perds 2-3 secondes et c'est compliqué ensuite. Perdre 2-3 secondes sur un marathon, ça fait vite des minutes de perdu. Est-ce que tu analyses plus particulièrement ton ressenti là, des premiers kilomètres? Est-ce que tu te dis que tu prends un peu la température des sensations que tu as sur le tout début? Est-ce que tu surinterprètes un peu ces sensations du début pour te dire que c'est un bon jour ou pas un bon jour? Ou est-ce que tu es un peu en mode robot et là tu essaies de délivrer le plan? Ou est-ce que tu es quand même dans un truc d'interprétation de ce que ton corps semble te dire sur le tout début de course? Alors, oui, forcément, j'écoute ce que mon corps me dit sur les premiers kilomètres. Sachant que, en fait, quoi qu'il en soit, même si je me sens bien, je sais que je vais tenir cette allure de 3,28. Je dois pas être trop rapide puisque tout peut dégringoler ensuite. Mais effectivement, les premiers kilomètres se passent très bien. J'ai des bonnes jambes. Je me suis dit, ah, punaise, encore une fois, j'alimente mon esprit en me disant, ça y est, aujourd'hui, c'est le grand jour. T'étais prête. Donc, tout se passe super bien et tu voilà. sens, tu perçois l'ambiance qu'il peut y avoir sur le parcours? Est-ce qu'elle est particulièrement chaleureuse et est-ce que c'est possible d'y prêter attention? Ou est-ce que tu es tellement toi dans ton effort que tu ne reçois aucun signal extérieur? Non, je me nourris de tout cet événement, en fait, de gens qui courent autour de moi, de la foule des spectateurs qui encouragent. Souvent, des fois, moi, j'avais mon prénom sur le dossard, donc on m'appelle par mon prénom. Ou parfois, j'entends même aller Maurice. Et non, c'est juste, en fait, je suis là, je me dis, waouh, profite autour de toi, tout ce qu'il y a, tout cet engouement. Il y a énormément aussi comme tu disais tout à l'heure, de coureurs. Ce qui fait qu'en fait, on court vraiment dans une foule, en fait. En fait, j'ai pas un paisseur, j'ai 30 paisseurs autour de moi, en fait. Avec Gabriel, justement, est-ce que vous avez des échanges ou est-ce que lui, c'est plutôt lui qui te parle et t'encourage? Ou est-ce que c'est très silencieux et très concentré? Non, on échange. Bon, on tape pas la discute, mais on échange, oui, quand il faut. Vous parlez pas de votre soirée Netflix de la veille, ouais. Non, voilà. Mais d'ailleurs, les premiers kilomètres, moi, c'est vraiment très facile, quoi. Très, très facile. Étonnamment, d'ailleurs, facile. Je suis prête à taper la discute avec Gabriel, justement, mais je sais que il faut pas le faire. On échange parfois un peu sur, est-ce qu'on accélère, est-ce qu'on ralentit ou pas. Pour le départ à Valence, en fait, c'était un petit peu pareil à Rotterdam. Les hommes, c'est sur le pont. Et en fait, sur le côté gauche du pont, il y a les femmes qui partent, et sur le côté droit du pont, il y a les hommes qui partent. Donc le plus compliqué, c'était en fait, Gabriel devait me retrouver, du coup, 1 kilomètre plus loin, avec cette foule de gens en fait, qui en fait, ça se resserre juste après, je crois, peut-être 500 mètres. Après même pas 400 mètres sur le pont et ça se resserre. Et là, en fait, il doit me retrouver parmi tout ce monde. Donc en fait, il s'est dit, en fait, moi, je vais faire le premier kilomètre en quelque chose comme 3,15 ou 3,20, genre hyper rapidement, peut-être même en dessous, je crois. Et je lui ai dit, vas-y, attends-moi à peu près vers le premier kilomètre sur la gauche. Et en fait, il a fait le premier kilomètre hyper rapidement, on s'est retrouvés sur le parcours et après de là, il m'a paissé. Comment se passe globalement ton premier semi? Est-ce que tu arrives à tenir l'objectif que tu t'es fixé? En fait, j'avais un chrono objectif et un chrono temps limite. C'est-à-dire que si tu fais 3 minutes 28 par kilomètre, le temps exact sur marathon, c'est 2h26 et 16 secondes, je crois. Je voulais faire 3h28, donc 2h26 et 16 secondes. Et sachant que les minima, c'est jusqu'à 2h26 et 50 secondes. Donc il y avait du coup un petit peu de marge. Donc c'était vraiment 3h28, 3h28. Et du coup, je suis partie sur cette allure-là. Tout est bien passé vraiment dans la seconde près, sur le 10 km, j'avais écrit mes temps de passage sur mon bras. Et j'avais même écrit en fait le temps objectif et le temps limite. C'est-à-dire le temps limite, c'est le moment à partir duquel en fait c'est trop tard. Je suis en retard sur mes minima. Donc je passais toujours dans le temps objectif, donc au 10, au 15, au 20, etc. et au semi. Donc là, nickel. C'est quoi la nuance? Je suis pas certain d'avoir compris entre temps objectif et temps limite. Mon temps objectif, c'était mon temps sur le 10 km. Si je fais 3,28 par kilomètre, je faisais du 34,40. Et pour pouvoir faire les minima, si je passais en 34,45, c'était encore bon, tu vois. Donc c'est pas accumuler trop de retard, en fait, c'est avoir une petite marge, mais qui te permettrait encore de tenir. Voilà, c'est ça. Le chrono limite, par exemple, sur le 40 km, c'était, je l'ai sous les yeux, c'était 2h19 et 2 secondes.
Mais si je faisais 3,28 par kilomètre, je devrais faire 2h18 et 40 secondes. Donc il y a 22 secondes d'écart entre les deux, tu vois. Ça, c'est toi qui l'as déterminé, ce temps limite? Ouais, c'est ça. J'ai regardé sur internet quels étaient les temps de passage pour faire 2h26,50 et du coup ça me donnait les chronos. Il y avait à chaque fois une petite marge, donc je pouvais me permettre d'être entre les deux. Mais typiquement sur mon chrono limite, c'est le chrono en fait que je devais pas dépasser si je voulais faire les minima, si je voulais faire 2h26 et 50 secondes. Je comprends tout à fait. Je pense que c'est important d'expliquer ça. Marie, tout se passait bien aussi dans ta course jusqu'au 23e kilomètre où là la situation commence à se corser. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce passage à vide là que tu as connu pendant environ 7 kilomètres? Ouais, déjà, tout se passe bien jusqu'au semi. Au semi, je passe en 1h13 et 2 secondes pour être exact. Où je me suis dit, le semi, je passerai entre 1h13 et 1h13 et 15 secondes. Donc, super chrono pour mon marathon. J'étais dans les temps de passage. Ce que j'ai pas précisé avant, c'est que on a appris la veille de course qu'il y avait un pacer officiel fourni par l'organisation qui partait sur les temps des minima pour les filles. Parce qu'il y a beaucoup d'athlètes internationaux qui sont venus là pour aller chercher le temps des minima. Et donc, il y avait un pacer officiel et il y avait toutes les filles. Tu vois, il y a un gros troupeau de filles derrière le pacer. Et au final, Gabriel, d'ailleurs, il était un petit peu dégoûté. Il m'a dit, Marie, au final, je te serai pas utile parce qu'il y a quelqu'un qui est là pour faire le pacer. Et le pacer, lui, partait sur des bases de 2h26, du coup. Donc 50 secondes plus rapide que les minima. Et donc, du coup, sur le premier semi, moi, je suis le pacer, en fait, et Gabriel. C'est pour ça que je passe en 1h13 secondes. Et arrivé au 23e, d'un coup, je commence à avoir hyper mal aux jambes. Et là, je fais, oulala, punaise, je sens les jambes déjà lourdes. Normalement, c'est des sensations que je ressens vers le 30e, 32e, où ça commence à être dur. Et là, il reste quasiment un semi à faire. Et là, c'est là que je commence à un peu paniquer. Et je me dis, bon, j'essaye de relativiser. Je me dis, bon, Marie, des stress, c'est pas grave, ça va revenir. Donc, je continue à courir. Et là, je perds un petit peu pas beaucoup, mais quelques secondes par kilomètre entre le 23e et le 30e. Je regarde à chaque fois, du coup, mes temps de passage. Tu sais, quand tu perds déjà 2 secondes sur 1 kilomètre, ça fait 2 secondes, puis 4 secondes, puis 6 secondes. Ça va vite. Donc, c'est du chrono voilà, ça va vite. J'avais pas beaucoup de marge parce que, 3 minutes 28 par kilomètre, ça faisait 2h26 et 16 secondes. Donc, ça va vite. Et arrivé au 30e, je suis en retard sur mes chronos. Je suis entre mon temps objectif et mon temps limite, et je me rapproche plus en fait du temps où je dois pas dépasser pour échouer les minima. Là, c'est difficile. Arrivé au 30e de mémoire, c'est ça. Je réalise que en fait, je suis plus sur les chronos des minima. Je commence à m'en éloigner de quelques secondes, hein, mais là, je me suis dit en fait, Marie, si tu ne te remobilises pas maintenant, c'est mort, tu pourras pas réaliser les minima. Il est resté 12 bornes à parcourir et j'ai comme un déclic en fait mental. D'abord, je reçois l'information. Ok, en fait, t'es plus dans les chronos, il faut que tu bouges maintenant. Mais mon corps, il me dit, non, en fait, tu peux pas accélérer maintenant parce que c'est difficile, c'est de la douleur. Il reste quand même 12 kilomètres. Et ensuite, je me dis, zut, c'est embêtant. Et ensuite, l'autre côté de moi qui dit, non, en fait, si tu veux faire les minima, c'est maintenant ou sinon c'est jamais, quoi. Et Gabriel était aussi d'une grande aide aussi pour me remobiliser, il me motivait. Sur un moment de la course, d'ailleurs, il m'a même engueulé parce que, si tu veux, il y avait le moment entre le 23e et le 30e où ça commençait à devenir difficile pour moi. Je faisais un peu le yo-yo avec le groupe du pacer. C'est-à-dire que j'ai essayé de tenir l'allure, donc les 3 minutes 28, le pace, mais j'arrivais pas vraiment, donc j'accélérais, puis je ralentissais un petit peu, puis je réaccélérais, puis je ralentissais un petit peu. Et donc, à l'intérieur de mon kilomètre, je faisais un peu des coups d'accélération. Et Gabriel, il comprenait plus ce qu'il fallait faire. Il m'a dit, mais Marie, maintenant, ça suffit. Dis-moi ce que tu veux faire. Il m'a dit, tu fais que faire le yo-yo, là, c'est pas possible. Si tu veux ralentir, tu me dis, on ralentit. Par contre, sache que du coup, tu rates le groupe des minima. Et tu pourras pas le réaliser. Ou alors tu te dis, en fait, je me bouge et je raccroche le groupe. Dis-moi juste ce que tu veux faire parce que moi, je peux pas continuer à accélérer, ralentir. Et moi, ça m'a mis un petit peu un déclic et je me dis, non, en fait, je veux faire les minima, donc je te suis, tu vois. Et du coup, ça aussi, ça contribue à faire le déclic. Et quand j'ai réalisé que, en fait, c'était maintenant ou jamais, j'ai réussi à trouver la force
mentale du coup qui m'a fait surpasser la douleur et en fait à rattraper le temps perdu. Tu la ressentais encore ou ça l'a estompé complètement, la tête a tellement été forte? Non, complètement estompé. En tout cas, j'en ai pas le souvenir d'avoir, oui, voilà, c'était, en fait, la douleur était devenue secondaire et c'est incroyable. Je crois que c'est la première fois que je vis ça, en fait. Et j'alimentais mon esprit par le fait que, Marie, tu vas faire les minima, tu vas aller au JO, c'est aujourd'hui ton jour, derrière tu vas en vacances en plus, tu vas pas refaire un Les cadeaux de marathon, Noël. tu vas pas attendre fin avril, tu veux te qualifier maintenant, tu vas aller au jeu. Moi, dans ma tête, je dis c'est mort, c'est aujourd'hui, il y a aucun autre jour où je vais faire un minima, je veux le faire aujourd'hui T'étais en mission. et donc voilà. J'ai réussi en fait au final, au fur et à mesure des kilomètres, à réaccélérer un petit peu et à rattraper le temps perdu. Et j'ai un finish par contre sur mes 2 derniers kilomètres juste incroyable parce que je finis en 3,17 de moyenne sur les 2 derniers kilomètres. Et mon sprint final, je crois que je l'ai fait sur les 200 derniers mètres, je l'ai fait à 20 km/h, quoi. Et ça, justement, avant cette ligne d'arrivée, à quel moment tu t'es dit, au-delà de cette espèce de méthode Coué, de te dire que tu allais y arriver, que ça allait bien se passer, à quel moment tu te dis, OK, là, de façon très objective, les minima peuvent plus m'échapper? Est-ce que c'est justement à 200 mètres de l'arrivée? Est-ce que déjà un peu avant, quand il reste 1 kilomètre ou deux, tu dis que ça y est, c'est joué, que ça peut plus t'échapper de façon très objective? Vers le 35e, j'étais rentrée dans les chronos, genre temps limite. Ok, si tu gardes le même pace, tu peux faire les minima, mais ça va être vraiment très très juste, parce que là, ça se joue à la seconde près quasiment. Et arrivé au 40e, là, il restait 2 kilomètres. J'avais une telle force mentale du coup et physique du coup que je savais que j'allais continuer à la même allure, enfin que j'allais être plus rapide et que du coup j'étais déjà dans les temps des minima. Donc là, du coup, sur les 2 derniers kilomètres, c'était Marie, c'est bon, c'est presque tu l'as fait, tu vois, tu l'as fait, tu vas au jeu. Et je rattrapais les filles sur la fin. J'en ai rattrapé 2 sur la ligne d'arrivée, mais genre vraiment en cassant la ligne avec elles. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai piqué un sprint à la fin Joueuse énorme, jusqu'au bout. qui m'a fait gagner du coup. En fait, ça m'a fait gagner 2 places dans le ranking. Et c'était hyper important parce que du coup, si j'avais pas fait ça, j'aurais été 64e le jour j'aurais eu ma qualification au 30 janvier, mais vraiment de justesse, quoi. C'était un peu chaud. Donc, j'ai pensé au ranking ensuite et voilà. Ah, donc, sur la ligne d'arrivée, grand moment de joie. Par contre, après, j'ai annoncé, j'ai dit, ouais, bah, ça y est, je suis qualifiée au jeu et tout, et j'ai réalisé que c'était pas forcément gagné d'avance parce que, bah, après Valence, en fait, le règlement dit qu'il y a 80 athlètes qui sont qualifiés et qu'il faut soit réaliser les minima, soit être dans le top 80, mais ils disent pas ce qui se passe si on fait les minima, mais qu'il y a plus que 80 athlètes qui ont fait les minima, en fait. Comment est-ce que ça se passe? Donc, du coup, après la course, j'ai fait, bah non, en C'est fait, pas encore tout à fait joué. je suis redescendue de mon nuage quelques heures après en me disant, bah en fait, il y a 72 athlètes à ce jour qui ont Il faudra fait. attendre le 31 janvier. Faudra que j'attende. Tous les mois de janvier a été très Interminable. très en suspens, interminable. 2h26-19 pour donner ton chrono final là sur ce marathon de Valence. Est-ce que tu as pu mesurer l'accueil qui t'a été accordé à ta performance à Maurice? Est-ce que ça a été facile pour toi de mesurer l'enthousiasme que ça a pu susciter? Mesurer, je pense que... Alors moi, je l'ai mesuré de manière en ligne, en fait, parce qu'il y a tout le monde qui m'a félicité, il y a plein de gens qui ont relayé l'information, qui m'ont félicité, qui m'ont envoyé des messages, beaucoup de journalistes qui m'ont contacté, encore plus que d'habitude. Donc voilà, moi, je l'ai vécu à distance. Après, c'est vrai que mes parents, eux, ils ont eu tous les éloges, comme si c'était eux qui avaient fait l'épreuve. Et du coup, c'était assez marrant. Et après, quand je suis rentrée à Maurice, moi, un peu plus tard, parce que je suis rentrée en décembre, j'ai eu pas mal de félicitations aussi. Mais oui, j'ai quand même mesuré tout cet engouement-là parce que j'ai eu énormément de messages et voilà. Un record national, un de plus, donc annulé en place avec cette performance aussi. A posteriori, qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile à gérer sur la course? Qu'est-ce qui a été le plus éprouvant pour toi? Les jambes lourdes bien trop tôt. Que tu as réussi à renverser au mental. Bravo. Voilà. S'il n'y en avait qu'une, l'image que tu retiendrais de ce marathon de Valence? S'il y en a qu'une, bah du coup c'est l'arrivée, quoi. L'arrivée, le chrono, juste réaliser que bah ça y est, en fait la satisfaction de tout ça, d'avoir mis tout en parenthèse en 2023 pour essayer de le faire et sans savoir si j'allais réussir à le faire et au final que ça soit passé, c'était mon meilleur souvenir. Un gros câlin à Gabriel au passage. Ouais, aussi.
Merci Marie d'être revenue avec nous sur ta course épique. Cette qualification, elle implique quoi derrière? Comment est-ce que tu organises depuis ce début d'année et puis jusqu'à l'horizon 11 août? Comment est-ce que tu construis? Qu'est-ce que ça peut éventuellement changer là dans ton plan? C'est quoi globalement la meilleure façon d'arriver dans les meilleures dispositions possibles au JO? Comment tu construis ta saison? La meilleure façon, du coup, c'est la préparation. Donc, je vais mettre en place. J'ai mis en place mon calendrier de course déjà. Je vais faire le marathon de Paris en préparation. Donc, c'est le 7 avril. C'est le seul marathon que je vais faire avant les Jeux. Après, sinon, il y aura des courses de prépa comme le semi-marathon de Lille. J'ai fait un 10 km ce week-end, qui était en prépa. Cross long au passage aussi. Cross long aussi, voilà, pour représenter mon club d'athlétisme, le CA Balma. Et ensuite, avec qui d'ailleurs on va essayer d'aller chercher le titre par équipe. Il y aura aussi 1 ou 2 stages que je vais placer avant les Jeux. Donc un seul marathon d'ici là en tout cas. Concrètement, comment ils vont se passer tes JO là, dans ta vie d'athlète? Tu es présente au village sur l'ensemble de la quinzaine. Est-ce qu'on te fait venir ou est-ce que tu as la possibilité de venir que les quelques jours qui précèdent? Est-ce que tu peux assister aux épreuves certaines? Est-ce que tu as une idée un peu de comment va se passer ta vie d'athlète olympique? Non, déjà, pour le moment, on est 5 athlètes mauriciens à être qualifiés. Le comité olympique pense qu'il y aura plus que ça, une dizaine d'athlètes d'ici là. On aura les chiffres exacts quand la période de qualification se terminera. On n'a pas eu beaucoup d'informations pour le moment. Ils attendent d'avoir un peu plus d'athlètes qualifiés. Bien sûr, l'ouverture des Jeux, c'est le 26. Donc, j'y serai pour l'ouverture. Mais moi, mon épreuve, c'est le 11 août. C'est vraiment la dernière épreuve des Jeux. Donc, je sais pas comment ça va se passer parce qu'en fait, on est logé au village. Mais c'est vrai que passer autant de temps dans le village, ça peut faire long. Donc, moi, j'aimerais bien. T'aimerais aller voir des épreuves? Voir, il faut les tickets déjà. Je crois pas qu'on ait des tickets pour aller voir d'autres épreuves. Donc, c'est pour ça que ça peut être encore plus long, en fait, si on reste dans le village ou dans Paris. Donc, moi, idéalement, ce serait à confirmer avec mon comité olympique, mais aller pour l'ouverture, passer quelques jours pour me familiariser aussi et pour vivre un peu les Jeux de l'intérieur, puis rentrer chez moi et revenir quelques jours avant mon épreuve. Ça serait vraiment le top. Et après, j'ai postulé en fait pour être porte-drapeau de mon pays. Ça serait vraiment incroyable si je pouvais le faire. Ce serait vraiment un honneur pour moi. Et en fait, j'ai posé la question au comité olympique. Je leur ai dit est-ce que vous êtes déjà choisi? Ils ont dit non parce que tout le monde n'est pas sélectionné. Je dis ok, moi j'aimerais bien. J'ai envoyé une lettre de motivation. Alors, en fait. Il faut que tu sois dans les 3 meilleurs pour porter le drapeau ou dans les 80%. Non. C'est vrai? Ah ok. Je sais pas, je sais jamais. Mais du coup, ce serait vraiment incroyable. Marie, est-ce que tu attends le plus de ces JO de façon globale avant qu'on parle de toi? Qu'est-ce que toi, t'aspires à vivre avec cette période olympique? Des souvenirs inoubliables en fait, tout simplement, une expérience, vivre les Jeux de l'intérieur, croiser des athlètes au village. En fait, des athlètes qu'on voit à la télé, qui moi-même font rêver aussi. Voilà, comment ça se passe en fait pendant les Jeux, outre la performance, outre les épreuves. En fait, qu'est-ce que les athlètes vivent la journée, qu'est-ce qu'ils font, où est-ce qu'on dort, toute la vie du village autour, la cérémonie d'ouverture. Avec des yeux d'enfant, finalement. Voilà, c'est ça, juste incroyable. Plein les yeux. Ton sentiment, Marie, là, sur le parcours, qui a donc 438 mètres de dénivelé, ça a un petit peu fait parler au moment de l'annonce de son tracé. C'est finalement peut-être pas inintéressant pour toi d'ailleurs, compte tenu de tes qualités. Qu'est-ce que t'en penses? Je trouve que j'étais très surprise d'avoir ce parcours-là avec autant de dénivelé. Mais je trouve au final que c'est pas plus mal parce que ça va créer des surprises. C'est-à-dire que, en fait, avec le classement mondial, on sait déjà à peu près quel sera, si sur un marathon plat, quel sera le résultat en fait, parce que on sait que on connaît le temps de chaque athlète sur la route, sur un terrain plat. Et là, en fait, le fait qu'il y ait autant de dénivelé, je pense que ça va complètement rebattre les cartes et on peut avoir des surprises, donc des filles qui sont bien meilleures que ce qu'elles sont sur un parcours plat, et au contraire d'autres qui sont très bons sur du plat et qui sont moins bonnes du coup en dénivelé. Et moi je pense que j'ai peut-être aussi je peux grappiller quelques places aussi du fait qu'il y a un terrain à fort dénivelé comme ça, et voilà. Après j'ai pas encore reconnu le parcours, je vais le faire avec mon entraîneur Jean-Claude Wolmer, et donc j'espère aussi que c'est pas des pentes qui sont trop à fort pourcentage en fait. C'est-à-dire que sur un certain pourcentage ça peut jouer en ma faveur, mais à partir d'un certain pourcentage ça peut aussi jouer en ma défaveur, donc il faudra aller examiner tout ça. Que seraient des JO réussis pour toi à titre individuel, Marie?
Des JO réussis, c'est une bonne gestion de course. Moi, je dirais une bonne gestion de course et forcément un bon classement. Après, je peux pas dire qu'est-ce que serait un bon classement parce que je suis pas encore dedans, mais je pense forcément un peu de comparaison aussi aux athlètes que je connais pour juger en fait du coup sur le degré de performance en fait. Forcément, enfin déjà, je pars. Le plus dur a été fait, c'était de se qualifier au jeu. Maintenant, il faut encore travailler et j'ai encore. L'objectif, c'est de donner le meilleur de moi en fait. Je veux arriver à la fin du parcours en me disant, en fait, ok, j'aurais pas pu mieux faire aujourd'hui. Pour préciser à nos auditeurs, pardon, tu l'as dit tout à l'heure, mais aujourd'hui, tu as réalisé le 62e chrono. Ça donne un ordre d'idée. Voilà, c'est ça. On anticipe, on est dans la fiction un peu. Est-ce que tu as déjà imaginé ce dont tu aurais envie après les JO? Est-ce qu'on range le marathon dans un placard et puis le trail revient au cœur de tes sujets, peut-être pas pour la fin 2024, mais pour 2025? Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que tu n'as pas envie de choisir? Je n'ai pas pensé à l'après pour le moment. J'avoue que non, je sais pas du tout. Suspense. On verra. Marie, c'est la dernière question de ce podcast. C'est le motto de la fin. Ce n'est pas le mot de la fin. Est-ce que tu aurais une devise, une citation qui est particulièrement significative pour toi et que tu voudrais partager avec nous? Ouais, moi, ma devise, c'est un esprit sain dans un corps sain. Ok. C'est pas ton équipementier, tu sais ça. Ouais. Il y a ce slogan-là. Mais voilà, moi j'ai fait du latin au lycée. Man sana incorpore sano. C'est vrai que c'était quand j'ai découvert cette citation, c'est vrai que je me suis sentie tout de suite concernée par ça et c'est vrai que en fait ça me représente dans le sens où j'ai toujours besoin de faire du sport pour être bien dans ma tête, quoi. L'équilibre, tu l'as trouvé en tout cas visiblement au regard de tes résultats. Merci Marie, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci d'avoir partagé avec nous ta course épique et puis nous avoir fait vivre ta belle histoire et puis ton rêve olympique. C'est que le début, le meilleur est encore à venir. Sois sûr qu'on va suivre avec beaucoup d'attention et beaucoup d'affection ta performance sur ce marathon olympique, donc le 11 août prochain. Merci encore pour ta dispo et puis pour cet échange. Ça a été un très chouette moment. Je te souhaite plein de succès et surtout plein de bonheur là dans toutes tes échéances à venir. Merci Guillaume, c'était un plaisir partagé et à bientôt peut-être. Avec plaisir. Salut Marie. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.